Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, comment ça va? Comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver en ce 14 mars 2018, il est très exactement 14h50 et dans 10 minutes c'est le début de la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Alors je suis désolé mais apparemment aujourd'hui Twitch a des problèmes, de serveur. A priori ça va mieux visiblement d'après les messages. A priori ça irait mieux mais en gros sur Twitter ce matin Twitch a tweeté pour dire désolé il y a un problème, on est en train de regarder. Je sais pas ce qui se passe, ils ont des wooden PC, ils ont des serveurs en Moldavie. Est-ce que c'est Canal+ qui en rétablissant le signal de TF1 a coupé Twitch? Je sais pas, j'en sais rien, en tout cas on n'est pas responsable. Pour une fois c'est pas nous, donc s'il vous plaît ne nous accusez pas. On a une information selon laquelle en Bretagne ça refonctionne. Ah, sur la partie bretonne de tout ce qui est territoire d'internet ça fonctionne, donc a priori tout va bien. C'est bon signe, c'est bon signe. Bonjour à toutes et à tous en tout cas, désolé pour celles et ceux qui avaient un écran noir, on ne peut rien faire pour vous. Désolé, voilà, désolé. On peut prier pour vous, et encore on n'a pas que ça à foutre. Salut Loustic, salut Fusion, salut Charles, salut Sorbio, salut Zalnemar, salut Le Grogak, salut Daléam, salut Tube42, salut Benji Funky, salut Loustic, salut Kobarou, salut Fusion. J'ai déjà dit, salut Buzzy Elephant, salut Julie, salut à toutes celles et à tous ceux qui étaient déjà là ce matin, salut à celles et à ceux qui nous ont rejoints depuis. Ce matin c'était donc la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres, conférence de presse qui a notamment tourné autour de deux thèmes principaux. Le premier c'est la réforme ferroviaire, la deuxième c'est les consultations citoyennes sur l'avenir de l'Europe, de l'Union Européenne, tout ça. Aujourd'hui, à mon avis, on va beaucoup parler du train puisque ce matin au Conseil des ministres, le gouvernement a officiellement adopté son projet de loi de réforme du chouchou quoi, des trains. Du ferroviaire, de tout ce qui est SNCF quoi. Bon bref, vous connaissez l'histoire, un rapport au rapport Spinetta, on en avait déjà parlé sur Acropolis avec toutes les inquiétudes que ça soulève, avec un mouvement de grève qui se prépare pour la fin du mois de mars à l'appel de plusieurs organisations syndicales qui protestent à la fois contre la remise en cause du statut de cheminot pour les nouvelles embauches et par la méthode qui a été choisie par le gouvernement qui est celle des ordonnances, sachant qu'Elisabeth Borne, la ministre du Transport, ce matin a défendu le principe même des ordonnances en disant que c'était la meilleure manière de concerter. Voilà, avant même que l'émission commence, j'en profite pour remercier du fond du cœur les bénévoles d'Acropolis qui ont préparé cette émission. Un grand merci à toi Amy, à toi Benoît, à toi Samuel, à toi Raphaël, à toi Andrea et à toi Sylvain. Merci à vous 5, vous êtes au top, merci beaucoup. Et merci à toi Sylvain en régie. Aussi, qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même Sylvain, il y a deux Sylvains. Ils sont partout. Ils sont partout, incroyable. Dans les réseaux sociaux, dans les campagnes, tout ça. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du train. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est de retour des Américos. Elle a rencontré beaucoup d'Américains. Pardon, excusez-moi, c'est une réplique de film. Non, elle est de retour d'Outre-mer où elle a passé du temps notamment à Mayotte. On se dirigerait visiblement vers une sortie de crise, même si tous les barrages n'ont pas été levés. C'est un petit peu confus, mais il y a les assises de l'Outre-mer qui sont en train de se tenir. La rédaction d'un livre bleu, une conférence de territoire sur l'avenir de Mayotte qui va s'ouvrir. Donc voilà, peut-être qu'on aura encore des questions au gouvernement sur ce sujet-là. Ça permettra d'en voir un petit peu plus et notamment d'entendre Annick Girardin nous dire un petit peu ce qu'elle a dit sur place. La régie informe l'animation que le tweet est tweeté. Le tweet est tweeté, formidable, bravo à lui, merci beaucoup. Bah t'arrêtes d'être de bonne humeur, ça devient chiant s'il te plaît. Désolé, on fait ce qu'on peut. Désolé. Vous vous souvenez du logo gate? Non. Acropolis, on a des gros fainéants qui en ont rajouté, genre FIMAT pour ne pas le nommer. Ah ouais, des gros fainéants? Faisans? Des gros faisans? Je comprends pas. De quoi vous parlez? J'espère qu'ils vont parler des Kurdes de Syrie. Ça a déjà été un sujet abordé hier pendant la séance de questions au gouvernement. À deux reprises. Peut-être que ça sera à nouveau le cas aujourd'hui, mais si ça n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est parce que la question a été abordée hier. Et auquel cas, je vous renvoie vers le replay. Qui est déjà disponible, évidemment. Comme d'hab, on m'a pas dit bonjour, quelle indignité. Bonjour, Tché. Elle a dealé de la mette. Non, j'espère qu'elle a dealé des... je sais pas, moi... des acquis sociaux, des avantages. Non, le gouvernement a fait plusieurs annonces pour Mayotte. Ils ont envoyé 60 policiers et gendarmes supplémentaires. Ils ont débloqué des crédits interministériels pour le développement. Dans les établissements scolaires, pareil, ils ont apporté des moyens supplémentaires, etc. Après, ça règle pas les questions structurelles, mais voilà. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité? Dites-moi un peu le chat, quelles sont les questions que vous voudriez voir posées cet après-midi. Il y a Le Grogak qui nous a dit les Kurdes de Syrie, effectivement c'est un sujet. Il y a Mayotte, qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'a prévu le gouvernement pour rétablir le service sur Twitch? Ouais, c'est vrai, ça pourrait être une question. C'est vrai. Monsieur Munir Majoubi, qu'on n'a pas souvent entendu en QSG d'ailleurs.
Lorsque Jean a été auditionné par l'Assemblée nationale, la présidente de la commission s'était moquée du logo d'Acropolis. Non, elle s'était pas moquée du logo d'Acropolis. C'est ce que vous avez cru, mais elle parlait pas du logo d'Acropolis. Il y a eu incompréhension sur le moment. C'était la rapporteure en plus. En plus, c'était la rapporteure. J'espère qu'ils vont parler du grand nawak que nous a fait Bruno Le Maire à la radio ce matin. C'est pas que c'était faux, c'est que c'était flou. Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit Bruno Le Maire ce matin? Est-ce qu'il a parlé des GAFA ou des GAFAM? Apparemment, Bruno Le Maire souhaiterait taxer les GAFA ou les GAFAM. Après, il y a aussi la guerre... Attaquer. Pardon? Il veut attaquer en justice Google et Apple. Ah, je croyais qu'il voulait une taxe spécifique. Il va attaquer en justice. Oui, pour pratiques déloyales avec les startups, je crois, un truc comme ça. Effectivement, une réaction à May qui part en couille face à Poutine. Effectivement, Theresa May, la première ministre britannique, qui visiblement est pas du tout contente de l'assassinat, enfin, du meurtre d'un agent double qu'elle accuse la Russie d'avoir fomenté. Donc effectivement, peut-être qu'on en parlera cet après-midi des relations entre la France et la Russie. La SNCF, tu as raison, John The Bay, absolument, la SNCF, c'est un peu le sujet du jour, à mon avis, on va en parler, mais on verra. Et la dette dans tout ça, on pourra parler de la dette, Dracook. Effectivement, tu as raison, sujet intéressant. Manu Macron va-t-il suivre Theresa May dans l'escalade diplomatique suite aux sanctions russes? Effectivement, Perceval, tu as raison, c'est une meilleure manière de préciser la question dont parlait Charles, pardon, dans le chat. Donc effectivement, que va dire Macron face à Poutine? On sait que Macron et Poutine, a priori, les relations se passent plutôt bien depuis qu'il l'a invité à Versailles en début de son quinquennat. Et en même temps, sur le terrain, ça se tend un peu entre la France, la Turquie alliée de Poutine, corridor humanitaire, la Ghouta orientale, tout ça, tout ça. Est-ce que le départ de Neymar ne serait-il pas le premier couac du quinquennat en ce qui concerne l'attractivité de la France? Putain, Riton Laveur, tu cherches la merde, ça me fait beaucoup rire. Question sur l'enseignement des maths. Je vais avoir une super idée. Ah, on est le jour de Pi, on est le 3-14. Oui, absolument. Ça aurait de la gueule, mais malheureusement, à mon avis, ça... Et le jour du décès de Stephen Hawking aussi. Oui, Stephen Hawking est mort, putain. Merde. Comment s'appelle le film qui fait un peu la biographie, le biopic sur la vie de Stephen Hawking? The Big Bang Theory. Non. Ah non, c'est autre chose ça. Un très très beau film que je vous invite à voir au cinéma. Je vous invite à lire les livres de Stephen Hawking, notamment L'univers dans une coquille de noix et une courte histoire du temps. Des livres qui moi m'ont beaucoup marqué quand j'étais ado. Et je suis très très triste de la mort de Stephen Hawking. Ah là là. Une brève histoire de temps. Oui, une brève histoire du temps, pardon. Donc, il a parlé du Google Play Store et de l'Apple Store, comme quoi les développeurs, on payerait, on donnerait toutes les données de nos applications, sauf que c'est un marché comme les grandes distributions et que c'est donc plus compliqué que ça. D'accord, ok. Arrêtez avec cette traduction de merde. Quoi? De quelle traduction? De quelle traduction tu parles? J'ai rien traduit, moi. Stephen Hawking, j'ai pas dit le roi des faucons. C'était bien que tu ne le lises pas, effectivement. Oh putain. Je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué. Mais arrête de faire des émissions aussi. C'est l'anniversaire de Einstein aussi. C'est l'anniversaire d'Einstein aujourd'hui? C'est la Sainte Mathilde aussi. Une merveilleuse histoire du temps, le biopic. Merci Pouzou. Le film s'appelle Une merveilleuse histoire du temps. C'est le nom du film que je vous invite à voir, qui raconte l'histoire notamment de la jeunesse de Stephen Hawking, au moment où il établit ses premières théories sur les trous noirs qui émettent des radiations. C'est quand même un truc assez hallucinant. Et Une brève histoire du temps, qui est effectivement le titre de son livre, d'un de ses best-sellers qu'il a écrit dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, dans une coquille de noix, c'est affreux comme traduction. Ah oui, non, mais c'est une nutshell, mais oui, mais tu peux pas le traduire différemment. Donc effectivement, la traduction française de The Universe in a Nutshell, c'est l'univers dans une coquille de noix. Putain de la journée des grands physiciens aujourd'hui, c'est ouf. Merci de m'avoir rappelé la fête de ma sœur voix off, je t'aime. Moi aussi, je m'aime. Je t'aime aussi, Louis. Oui, c'est la Sainte Mathilde, ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Parce qu'en fait, on faisait l'éphéméride, les anniversaires, tout ça. Ah, on fait ça sur Acropolis, les éphémérides et tout? Pourquoi pas? Putain, on devrait faire l'horoscope. L'horoscope du Gorafi qu'on reprendrait ou... C'est ça.
C'est pour être bien une chaîne de merde, comme les autres, tu sais, un truc bien pourrable. Après, on ferait la météo, genre sur toute la côte nord jusqu'au Cotentin. Vous aurez du beau temps. Oh non, putain, l'enfer. Et envoyez un tweet par SMS vos questions et notre astrologue répondra en direct. Ah oui, oui, oui. Pendant l'émission. Et puis on fera des émissions de nuit sur des conseils sexos. Et évidemment, évidemment. On lira des livres allongés sur des canapés. Voilà, on va être une bonne chaîne de merde. Une bonne chaîne du câble satellitaire américaine. Alors, comme c'est la discussion part en sucette, je vous propose de passer un petit générique. Ouais, hein, on va tous se calmer, on se met un générique dans les oreilles, on se retrouve tout de suite en direct du Palais Bourbon, à tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur Acropolis pour la séance de questions d'actualité au gouvernement commentée par mes soins. Nous sommes le 14 mars 2018, il est 15 h et les députés sont en train de s'installer dans l'hémicycle pour poser 15 questions au gouvernement qui répondra par 15 réponses sur des sujets d'actualité et nous on va commenter tout ça. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. À quoi je pensais pendant la pause? Enfin pendant le générique, je sais plus. L'horoscope. Ouais, c'est ça, ça m'a embrouillé la tête parce qu'en plus il y a je sais plus qui a mis dans le chat qu'on allait faire une radio libre de 23 h à 3 h du matin, c'est Benji Funky. Je me suis dit que ce serait l'enfer. Bref. On appellerait ça la libre antenne et tu jouerais à Trackmania dessus. Il y a le blocage de l'université de Toulouse qui commence à être long. Ah, je ne savais pas que Toulouse était toujours bloquée. Mais pour protester contre quoi? Contre la loi sur l'orientation? Qui a été voté là il y a un mois maintenant. C'est possible, hein. C'est pour protester contre le nom du pain au chocolat. Parce que c'est Toulouse. Ouais, absolument. Voilà, je suis pas le seul à le dire. Le chat le souligne également. Bon bref, on attend donc que les députés s'installent dans l'hémicycle, que le président de l'Assemblée nationale arrive pour présider cette séance. Putain, il y a des gens qui sont en train de se retrouver sur le Discord, c'est magnifique. Benji Funky et Rika. Sur le chat. C'est magnifique. Sur le chat. C'est trop beau. Incroyable. Incroyable. Incroyable, putain, c'est beau. C'est beau ce qui se passe sur le chat d'Acropolis. Voilà, le président François de Rugy qui fait son entrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui va monter au perchoir pour présider cette séance. Alors qu'il est suivi de très près par le secrétaire général des services de l'Assemblée nationale, qui monte les marches lui également, avec un parapheur dans la main. C'est incroyable, incroyable. Regardez-moi cette gestion de la chaise. Formidable. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par Madame Isabelle Valentin. Allez, c'est parti. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, comme beaucoup de députés, je reçois dans mes permanences de nombreux retraités en colère. En colère car touchés de plein fouet par la hausse de la CSG. Tous n'avaient pas compris que l'augmentation du 1,7 équivalait effectivement à 25%. Beaucoup avaient retenu que seules les retraites de plus de 1 200 € seraient impactées. Très peu avaient compris que c'est le revenu fiscal du couple qui est imposé. Comme beaucoup d'entre vous, je reçois des personnes qui perçoivent 400 ou 500 € et qui se trouvent impactées par la CSG compte tenu du revenu plus élevé de leur conjoint. Isabelle Valentin, la députée du Rhône, qui est une primo-députée, elle a été élue pour la première fois en juin dernier. Elle est conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est très proche de Laurent Wauquiez, qu'elle soutient d'ailleurs, qu'elle a soutenu dans le cadre du congrès. Elle était ancienne salariée agricole et elle porte la contradiction au gouvernement dans cette séance de questions au gouvernement en soulignant la hausse de la CSG, cette cotisation sociale généralisée, qui impacte selon elle les retraités. Dans la campagne, le président de la République mettait 60 milliards € d'économies et 20 milliards € de baisse d'impôts.
Faute de lutter contre le gaspillage de l'argent public, votre gouvernement augmente cette année les prélèvements obligatoires des ménages de 4,5 milliards d'euros et les dépenses de l'État de 7,100 milliards d'euros. L'INSEE et l'OFCE l'ont confirmé. Je ne parle pas des hausses de taxes sur le gasoil, sur le fioul et sur le gaz. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, quand votre gouvernement va-t-il faire du pouvoir d'achat sa priorité et répondre aux attentes des Français? Voilà, trop de pression fiscale Merci, Madame la députée. sur les Français. Monsieur Christophe Castaner, baisse du pouvoir d'achat, c'est pas normal. Que répond le gouvernement à ça? On écoute la réponse de Christophe Castaner à la députée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, voilà un sujet qui revient régulièrement. Mais sachez que ce n'est pas à force de le répéter que vous arrivez à convaincre les Français. Aujourd'hui, répondre à votre question est extrêmement facile. Extrêmement facile pour une raison simple, c'est que le peuple français a voté aux élections et que votre candidat a été éliminé. Votre candidat, Madame, qui, je le rappelle, souhaitait une augmentation de la TVA pour tous les Français sur la totalité de leur consommation de 2%. Christophe Castaner qui rappelle que François Fillon voulait augmenter la TVA. Donc, en gros, il dit vous n'avez pas de leçon à nous donner sur le pouvoir d'achat. Dans notre pays et qui, aujourd'hui encore, trouve parmi ses bancs de nombreux soutiens. Pour ce qui me concerne, le président de la République a été élu avec un contrat clair, passé avec les Français. Ce contrat prévoyait effectivement l'augmentation de la CSG de 1,7% pour 60% des retraités. Il l'avait annoncé très clairement lors d'un meeting le 10 décembre 2016 et cela n'a jamais été caché. J'ai le souvenir d'ailleurs d'un débat avec votre président, M. Jacob, qui le soir du premier tour me reprochait cela et je l'assumais parfaitement. Parce que au moment où nous faisions cela, nous faisions en sorte que 21 millions de salariés en France puissent connaître une augmentation significative de leur salaire. Parce que dans ce pays, et nous le savons tous, et ça devrait nous rassembler... Christophe Castaner, son argument central, c'est de dire ça n'a jamais été caché. Vous ne pouvez pas dire que on l'a fait en scred aux Français. Ils savaient très bien ce qu'ils ont signé lorsqu'ils ont voté Emmanuel Macron. C'était une augmentation de la CSG. C'était assumé. Une juste rémunération. Alors vous pouvez, évidemment, faire celles et ceux qui ont oublié qu'il y a une élection présidentielle et que les Français ont choisi, ou alors vous pouvez vous mobiliser pour que nous puissions transformer en profondeur ce pays et que nous retrouvions le chemin du plein emploi. Bon. La réponse, un peu langue de bois avec des arguments faciles, qui répond à une prise de parti assez facile aussi de la part de la députée Valentin. Allez, on avance. Richard Ferrand, président du groupe En Marche. Monsieur le Premier ministre, le premier exportateur européen de volailles, l'entreprise bretonne Doux, dont le siège est à Châteaulin, est au bord du gouffre. Il y a 3 ans, après des années de difficultés, puis un retour à la rentabilité, la mobilisation collective avait permis la reprise de la société par le groupe Terrena. Je veux saluer l'action qui avait été menée alors par les ministres Garot, Le Foll et Macron. L'espoir retrouvé ne fut qu'un répit. Aujourd'hui, l'urgence est là. Doux perd plusieurs millions d'euros par mois. Et les résultats pour 2016 affichent des dizaines de millions d'euros de pertes. L'actionnaire majoritaire Terrena menace de se retirer, tandis que 1200 salariés sont dans l'angoisse. C'est tout l'ouest de la France qui retient son souffle. C'est pas du tout une question choupa, hein, là, de la part de Richard Ferrand. Au contraire, Richard Ferrand, il est dans son rôle de député du Finistère lorsqu'il tire la sonnette d'alarme sur une entreprise de volaille en particulier dans l'ouest de la France, l'entreprise Doux, qui est dans la merde financière et que ça menace les emplois et c'est pas cool. Richard Ferrand, c'est un député particulier qui joue un rôle très particulier. C'est un ancien député socialiste qui était rapporteur de la loi Macron sous le précédent quinquennat. Il est devenu l'une des chevilles ouvrières de l'organisation de la campagne d'Emmanuel Macron, campagne présidentielle victorieuse, qu'il a vu nommer au gouvernement, mais Richard Ferrand a dû quitter le gouvernement au bout de seulement quelques mois suite à des soupçons de délit qui remontent à l'époque où il était à la tête des Mutuelles de Bretagne. Je rentre pas dans le détail, toujours est-il que Richard Ferrand est redevenu simple député. Il a quitté le gouvernement et il s'est retrouvé à la tête du groupe En Marche majoritaire et donc il est président de groupe. Il est président de groupe, mais il pose une question technico-technique, enfin technico-technique, pas du tout, une question locale sur un sujet en particulier, une usine de volaille. Sauvegarder l'outil industriel et les savoir-faire
pour préserver l'emploi des salariés comme l'activité des éleveurs. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Et le Premier ministre lui répond en personne, puisque c'est la tradition républicaine. Lorsqu'un président de groupe pose une question, c'est toujours le Premier ministre qui lui répond. Les députés, Monsieur le Président Ferrand. D'où ces 1400 salariés en France, notamment à Chantonnay, à Quimper, à Plouray, à Châteaulin. 161 éleveurs dépendent directement de cette activité en Bretagne et ils représentent à peu près 10% de la filière française. C'est donc évidemment un acteur économique majeur dont les difficultés ne sont pas récentes et sont malheureusement bien connues. Elles se sont poursuivies depuis le redressement de 2013 que vous avez évoqué et le modèle de l'entreprise a été confronté à des évolutions drastiques de l'ensemble de ses marchés et de son environnement économique. En dépit de l'ensemble des efforts de l'ensemble des parties prenantes, vous les avez cités, Monsieur le Président, en dépit du soutien important des actionnaires depuis 2013, nous devons constater que l'entreprise n'a pas suffisamment réussi à adapter son modèle économique, qui est aujourd'hui basé à 80% sur l'exportation de poulets congelés vers le Moyen-Orient. Dans ce contexte, d'où a été accompagné depuis le début, en tout cas depuis 2013, par les services de l'État. Et je veux vous dire, Monsieur le Président, combien le gouvernement, dans son ensemble, est mobilisé sur ce dossier, et pardon de l'appeler un dossier, car derrière ce mot, il y a des femmes, des hommes, des éleveurs qui s'inquiètent légitimement pour leur avenir économique et pour la structuration d'un appareil de production auquel ils sont attachés. À l'heure des États généraux de l'alimentation qui ont été engagés, notre objectif, la nécessité qui s'impose à nous, c'est d'adopter, de promouvoir une stratégie de montée en gamme et de repositionnement de notre filière avicole française. Bruno Le Maire, Stéphane Travert, Jean-Yves Le Drian se sont mobilisés en France et à l'étranger pour identifier et accompagner toutes les pistes de reprise possibles pour cette entreprise. Et vous l'avez dit... Bah ouais, mais c'est compliqué de reprendre une entreprise qui ne gagne pas d'argent, voire même qui en perd depuis plusieurs années. C'est malheureusement la situation que décrit Édouard Philippe, en reprenant les arguments de Richard Ferrand, en disant oui, l'État est mobilisé, l'État fait tout ce qu'il peut, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur ce type de dossier? C'est un peu particulier. Mais les discussions se poursuivent aujourd'hui de façon intense avec les actionnaires actuels de Doux, et un acteur ukrainien, le groupe MHP, vous l'avez cité, qui pourrait être le partenaire d'un projet de reprise. Nous ne voulons négliger aucune piste, en particulier avec les acteurs nationaux avec lesquels des discussions ont également lieu, mais sont encore à un stade très préliminaire. Notre demande est claire, et la position que je veux exprimer est la position de la plus grande clarté. Si nous arrivons à construire un projet de reprise crédible, Monsieur le Président, crédible commercialement, crédible socialement, crédible économiquement, qui permette au plus grand nombre de sites et au plus grand nombre de salariés d'être repris durablement, évidemment, l'État sera au soutien à travers les instruments dont il dispose et à travers une très forte mobilisation. Mais c'est l'objectif que nous... Merci. Poirot, pour ton resub, alors qu'Édouard Philippe confirme que l'État est prêt à abonder aussi dans le sens d'une reprise, si jamais c'est crédible et sérieux. À ce que son projet soit crédible et que ce que nous faisons pour elle ait une portée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Voilà, c'était la réponse du gouvernement. Les discussions se poursuivent avec d'éventuels repreneurs et on verra ce qu'on pourra faire pour aider. Et merci Kenshi Master pour ton abonnement, bienvenue à toi. Avec 852 € chaque mois. Sans doute pas, c'est pourtant la réalité que vivent des centaines de milliers de retraités agricoles aux carrières complètes et qui ont commencé à travailler très jeunes. Merci Bouillabaisse. Sous la précédente mandature, le gouvernement Ayrault avait revalorisé les retraites agricoles à 75% du SMIC. Mes collègues du groupe GDR ont proposé d'aller plus loin et de porter ce minimum à 85% du SMIC. Leur proposition a été d'ailleurs adoptée à l'unanimité, c'était en janvier 2017 à l'Assemblée nationale. Elle devait être adoptée dans les mêmes termes au Sénat la semaine passée, si vous n'aviez pas fait barrage à cette initiative. Monsieur le Premier ministre, cette méthode qui consiste à user et abuser des dispositifs constitutionnels les plus contraignants, à gouverner par ordonnance, à confisquer le débat et demain à vouloir empêcher les parlementaires d'amender les textes est désormais votre marque de fabrique.
Christine Pires-Beaune qui se fait applaudir par les députés d'opposition au moment où elle s'en prend au gouvernement sur sa méthode, notamment le recours au vote bloqué devant le Sénat sur la question d'ailleurs des retraites agricoles. De la nation, mais surtout vous l'envoyez au visage des agriculteurs retraités. Pourtant, nos collègues ne demandaient pas une mesure révolutionnaire, mais simplement l'application immédiate d'une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous l'indiquiez ici même, en réponse au président Chassaigne, qu'il fallait faire les choses dans le bon ordre. Est-ce le bon ordre, Monsieur le Premier ministre, de supprimer au 1er janvier l'ISF, de mettre en place la flat tax au 1er janvier et de renvoyer la revalorisation en 2020. Je vous le rappelle, réforme de l'ISF et flat tax coûte des milliards au budget de l'État, la revalorisation des retraites agricoles, 400 millions à peine. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin traiter le Parlement avec la considération que le suffrage universel exige qu'on lui porte et surtout, allez-vous faire droit dès 2018 à une juste revalorisation des retraites agricoles? Christine Pires-Beaune, vous l'avez entendu, qui plaide pour une revalorisation des retraites agricoles. Elle vient du Puy-de-Dôme, elle est vice-présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Elle est ancienne attachée territoriale. Et c'est Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités, qui va lui répondre sur la retraite des agriculteurs. Évidemment, chacun ici sur ces bancs est conscient de la faiblesse du niveau des retraites agricoles. Et ce, en dépit de la mobilisation de la solidarité nationale et des efforts consentis notamment en 2009 et en 2014. Il s'agit d'un sujet grave et sérieux auquel la proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du Sénat la semaine dernière n'apportait malheureusement qu'une réponse parcellaire et surtout non financée. Ce texte comportait en effet des gages financiers qui auraient eu pour effet une hausse de 400 millions d'euros de la fiscalité. Des gages qui reposent sur des ressources qui ne sont même pas affectées au financement des retraites, comme la taxe sur les transactions financières affectée à l'aide au développement et les droits sur les tabacs affectés à l'assurance maladie. Elle intervient en outre à un moment où nous nous apprêtons à engager une réforme globale des régimes de retraite. Une réforme qui doit permettre de poser les bases d'un système plus équitable et de bien préciser la place... C'est la réforme de l'assurance retraite qui est portée par Agnès Buzyn. Avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire, nous recevrons prochainement les parlementaires et les représentants agricoles. Agnès Buzyn donc, qui justifie le blocage au Sénat en disant que la proposition du Sénat n'était pas complète, elle n'était pas satisfaisante et que de toutes les façons tout ça est prématuré par rapport au calendrier du gouvernement qui prévoit bien de réformer les retraites dans les mois qui viennent. De façon sectorielle. Il ne s'agit pas d'un refus de prendre en compte la situation particulière des retraités agricoles, mais le gouvernement considère que les conditions qui le permettraient ne sont pas aujourd'hui réunies. Madame la députée, le gouvernement renouvelle son engagement dans le cadre de la préparation de la réforme globale du régime des retraites de parler de la situation particulière des agriculteurs. Le débat n'est donc pas terminé. Au contraire, il ne fait que commencer. Agnès Buzyn, voilà, qui laisse la porte ouverte au débat en disant c'est pas dès aujourd'hui qu'on réglera cette question, mais c'est une question importante dont on parlera dans le cadre de la réforme des retraites. Merci, donc attendons-nous à en réentendre parler. Ma question s'adresse à Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et je souhaite y associer mon collègue Saïda Hamada, que je sais sensible à la situation de détresse de nos concitoyens mahorais. Madame la ministre, voilà un mois que les femmes mahoraises sont en première ligne des barricades pour dénoncer la situation d'insécurité et de violence galopante qui sévit sur l'île. Et pour cause, ces 6 derniers mois, 2 élèves ont été poignardés aux abords des établissements scolaires. Ces cas de violence sont loin d'être anecdotiques. Chaque jour, les écoliers mahorais se rendent à l'école, la peur au ventre face à la recrudescence des agressions, des rackets et des affrontements de bandes rivales dont ils sont otages. Cette situation, et on le comprend, touche les mères de familles mahoraises au plus profond de leur chair. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage à leur combat pour que l'école de la République soit à la hauteur de sa promesse et puisse offrir aux jeunes mahorais la même chance de réussite et les mêmes conditions de scolarisation que dans l'Hexagone. Mais au-delà de l'émotion populaire, les problèmes qui affectent Mayotte en matière d'éducation, d'immigration, de lutte contre l'insécurité sont structurels. Ils ne datent pas de mai dernier et ils sont en réalité l'héritage des gouvernements successifs qui ont été incapables d'apporter des solutions satisfaisantes à un processus de départementalisation récent et mal préparé à la veille de l'élection présidentielle de 2012. Je regrette d'ailleurs que face à des enjeux aussi importants,
qui intéresse l'ensemble de la communauté nationale. Certains essaient d'instrumentaliser la souffrance des Mahorais à des fins personnelles. Ça, c'est une réflexion qui vise Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, vous le savez, le président des Républicains qui s'est rendu à Mayotte et qui a beaucoup critiqué l'action d'Emmanuel Macron. Un dialogue attentif entre la population et le gouvernement. Après de longues heures d'écoute, un accord de principe a d'ailleurs été trouvé et les représentants du collectif et des élus locaux se sont entendus avec le gouvernement et je m'en félicite. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous détailler les mesures concrètes que compte prendre le gouvernement? Voilà, Raphaël Gérard, le député En Marche, qui pose la question du jour à Annick Girardin. Annick Girardin qui revient à peine de Mayotte et qui lui demande alors qu'est-ce qui s'est passé, quelles mesures allez-vous prendre? Raphaël Gérard, il a été diplômé en histoire de l'art à l'école du Louvre et il est cadre dans le supérieur. Annick Girardin donc qui va prendre la parole pour la première fois depuis plusieurs semaines à l'Assemblée nationale, on l'écoute. Oui, Mayotte souffre et les Mahorais et les Mahoraises souffrent. Et depuis de nombreuses années. Oui, nous n'avons pas été à la hauteur, collectivement, de l'accompagnement de ce 101e département. Oui, il fallait renouer le dialogue, et oui, il fallait aller sur place, mais je l'ai déjà dit, je suis là où c'est le plus utile. Il fallait, avec mon collègue Gérard Collomb, que nous annoncions une réponse à la hauteur de la première problématique du territoire, c'est-à-dire les violences qui sont quotidiennes, c'est-à-dire la sécurité des Mahoraises et des Mahorais, mais aussi de répondre à la question de l'immigration, de la lutte contre l'immigration, sans se cacher derrière son petit doigt, en mettant tout sur la table, en n'ayant pas de tabou, comme l'a dit le Premier ministre au Sénat il y a une semaine, en acceptant de dialoguer et de parler avec tous, d'abord avec les élus, parce que c'est d'abord à eux de s'exprimer. Ensuite, avec les collectifs, avec l'intersyndical, pour, d'une part, discuter d'une nouvelle méthode, d'une transformation du territoire et d'un calendrier. Oui, il y a plus de 35 mesures et dans ces mesures, il y en a une quinzaine proposées par le collectif et je ne vais pas les détailler parce qu'ils sont sur l'ensemble des sites. C'est l'esprit, c'est la méthode, c'est la transformation qui est importante. C'est la confiance qui doit être renouée pour que ce territoire puisse avoir un avenir à la hauteur de sa richesse dans son bassin maritime. Et oui, il faudra parler coopération régionale avec les Comores. Et oui, il faudra travailler tous ensemble dans cette région pour que Mayotte puisse représenter l'excellence française. Alors, je n'ai jamais pensé que ma visite à Mayotte réglerait tout. Je n'ai jamais pensé que dans les heures qui suivraient, tout serait réglé, puisque vous le savez pertinemment, tous les barrages aujourd'hui ne sont pas encore démontés. Mais oui, j'ai dit qu'il y aurait plus d'État, mieux d'État. Et déjà, sur ce matin, nous avons attaqué un certain nombre de sujets, et notamment ces 18 bandes de jeunes qui font peur à la population. Annick Girardin qui marque des points au sein du gouvernement. Elle a été félicitée personnellement ce matin par le président de la République et le Premier ministre pendant le Conseil des ministres. C'est ce que nous a raconté Benjamin Griveaux. Et là, elle a su imposer un relatif silence et un relatif respect dans sa prise de parole. Madame la ministre de la Santé. Le 28 novembre dernier, intéressant en tout cas cette progression d'Annick Girardin. Pointe-à-Pitre subissait un violent incendie. Cet événement tragique et sans précédent en France aura nécessité l'évacuation de 1200 personnes, dont près de 700 patients. Et je tiens ici à saluer l'extrême professionnalisme et le sang-froid dont ont su faire preuve l'ensemble du personnel du CHU, les sapeurs-pompiers, mais aussi la solidarité des autres établissements de santé, privés comme publics. Madame la ministre, votre arrivée en Guadeloupe et votre présence au CHU, quelques heures après la catastrophe, a également été appréciée par l'ensemble de ces acteurs et par la population. Pour ceux qui ne le savent pas, le CHU, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, a cramé. Il y a eu un incendie terrible qui a totalement, ou en grande partie en tout cas, incapacité le CHU dans son offre de soins. Et donc c'est un peu le bordel sur le territoire, mais il y a une grosse mobilisation sur le terrain pour que l'offre de soins continue. Et donc c'est la question que pose Justine Benin, cette députée MoDem. Légitime sur l'effectivité de l'offre de soins suite à cette tragédie. Des mesures concrètes qui ne sauraient souffrir d'aucune considération financière doivent être prises. Pouvez-vous aujourd'hui, Madame la ministre, rassurer la Guadeloupe et les Guadeloupéens en nous
en nous présentant les décisions que le gouvernement... Justine Bénin qui mouille sa chemise elle-même dans cette affaire-là, puisqu'elle a rencontré hier la nouvelle directrice générale de l'Agence régionale de santé qui s'occupe en partie de la Guadeloupe pour parler de ce sujet-là. Cette députée qui est ancienne cadre spécialiste dans les ressources humaines et le recrutement. Le CHU de Pointe-à-Pitre afin de garantir une offre de soins de qualité en Guadeloupe. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet terrible. Vous imaginez un CHU qui brûle du jour au lendemain, vous devez réorganiser complètement l'offre de soins. Et donc Agnès Buzyn, qu'on écoute cette fois-ci avec sa casquette de ministre de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Justine Bénin. Nous avons une double préoccupation aujourd'hui pour le CHU de la Guadeloupe. La première, c'est la sécurité sanitaire des professionnels de santé et des malades qui séjournent aujourd'hui dans le CHU. Et la deuxième, c'est un souci d'accès aux soins adaptés et suffisants, notamment dans le champ des soins critiques en Guadeloupe. Nous mettons tout en œuvre pour être certains qu'il n'y a pas de risque sanitaire grave qui pourrait avoir des conséquences sur la santé des personnes qui y séjournent. Les conditions actuelles de travail au CHU de la Guadeloupe ne sont certes pas optimales, mais le capital santé des personnes n'est en l'état actuel pas touché. De nouvelles expertises sont prévues la semaine prochaine par l'ARS pour valider... L'ARS, c'est la fameuse agence régionale de santé. En tout cas, Agnès Buzyn qui veut être un peu rassurante au début en disant en gros le bâtiment a cramé mais les malades vont bien. Enfin, il n'y a pas de pronostics vitaux engagés, en tout cas pour l'instant. Où le maintien de l'ouverture des fenêtres est issu pour la circulation de l'air. Sachez que nous ne ferons pas prendre de risques aux personnes en cas de risque de développement de pathologies autres que des symptômes passagers dus au confinement ou à des irritations. Si nous devions évacuer le CHU, il y aurait en contrepartie un risque pour l'accès aux soins critiques de la population. Il y aurait un véritable danger de perte de chance. Ainsi, à ce stade, nous avons décidé de nettoyer le CHU par tranches. Pour cela, nous allons délocaliser certaines activités vers les établissements partenaires. Cela permettra de réorganiser les activités restantes en fonction des zones à nettoyer. Et cette solution permettra de conserver le plateau technique de soins critiques au sein du CHU pour le meilleur accès aux soins de la population. Ce qu'on appelle un plateau technique de soins critiques, c'est ce que vous imaginez, ce que vous voyez dans les séries. En fait, c'est tous les appareils qui permettent... Il n'y a plus de compteur qui s'affiche, mais j'en ai un qui permettent de maintenir, qui permettent de maintenir les gens en vie. C'est ça les soins critiques, c'est un peu les urgences quoi. Apparemment, il n'y a plus de compteur dans l'hémicycle. Putain, mais Twitch bug partout et ça fout le bordel à l'Assemblée nationale. Gérard Cherpion, on l'écoute. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas si longtemps qu'aux côtés des Républicains, vous défendiez avec conviction le Parlement, les partenaires sociaux et la décentralisation pour donner au territoire plus de responsabilités. Aujourd'hui, aux côtés d'un ancien ministre d'un gouvernement que vous combattiez, devenu président de la République, vous mettez en œuvre une politique de recentralisation et de confiscation des pouvoirs intermédiaires. Ainsi, vous retirez la compétence apprentissage aux régions. Vous retirez la gouvernance de la formation professionnelle aux partenaires sociaux et vous souhaitez retirer des pouvoirs au Parlement, notamment en vous attaquant au droit fondamental d'amendement et en réformant quasiment exclusivement par ordonnance. Cette méthode autoritaire a une finalité, donner tous les pouvoirs au président de la République et à la haute administration française. Or, en démocratie, la responsabilité devant le Parlement, représentant de la nation, est la contrepartie de l'autorité. Cette méthode de gouvernement a deux conséquences. Elle accroît la fracture territoriale et elle accroît la fracture sociale. Avec les réformes que vous portez, dont je ne conteste pas la nécessité mais bien la méthode, vous divisez la France, vous opposez les Français. La France des métropoles est celle de la ruralité. Les Français selon leur classe sociale, ceux qui ont accès à la technologie, ceux qui ne l'ont pas. Pour exemple, la réforme de la formation professionnelle de l'apprentissage va exclure tous les Français qui n'ont pas un accès facile au numérique, tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, d'orientation, et ceux qui seront victimes des cartes de formation décidées par les branches et non plus par les régions, renforçant la concurrence entre lycées professionnels et CFA, alors qu'il faut travailler sur... Gérard Cherpion, le député Les Républicains qui s'en prend au gouvernement sur sa méthode d'une manière générale. Il a commencé sa réponse de manière assez taquine en rappelant à Édouard Philippe que par le passé il était lui aussi membre des Républicains et il disait mais à l'époque vous défendiez avec nous les régions, vous défendiez le pouvoir du Parlement et là maintenant que vous êtes Premier ministre, vous nous sucrez l'apprentissage, vous nous sucrez un certain nombre de compétences et vous voulez réformer le droit d'amendement. Christophe Castaner qui va répondre à Gérard Cherpion. Cher monsieur Cherpion, nous avons passé suffisamment d'heures l'un et l'autre sur ces sujets d'apprentissage et de formation professionnelle pour que je ne doute en aucun cas
de votre engagement sur ces sujets, de votre ambition sur ces sujets. Permettez-moi, avant de répondre sur le fond du propos plus global d'une recentralisation dont chacun sait qu'il n'en est rien, de vous dire que sur les sujets d'apprentissage et de formation professionnelle, effectivement, nous pourrions faire comme avant. Nous pourrions considérer que tout va bien. Nous pourrions considérer que sur la formation professionnelle, il est normal que 66% des cadres aient droit chaque année à une formation, que ce soit seulement un tiers pour les ouvriers et que ce soit seulement 10% des chômeurs qui aient accès à la formation. Eh bien, je crois que, comme vous, je pense que ça n'est pas acceptable et qu'il faut changer les choses. On pourrait considérer que sur l'apprentissage, il faut là encore continuer comme avant, avec en réalité une dialogue de sourds un peu de la part de Christophe Castaner avec les Républicains. Christophe Castaner qui décide de mettre en avant l'action du gouvernement sur les questions de l'apprentissage et de la formation professionnelle, plutôt que de répondre sur la méthode. Il a balayé ça d'un revers de main en disant qu'il n'en est rien, il n'y a pas de recentralisation du pouvoir. Quand on fait le choix de la liberté, notamment par exemple sur la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi, en confiant aux maires le soin de choisir. Quand dans quelques jours, vous allez vous prononcer sur la proposition de loi sur l'eau et l'assainissement, où on fait le choix justement de demander aux maires de décider ce qui est bon ou pas en matière de transfert. Et c'est la même chose sur la GEMAPI. Alors n'allez pas chercher ce qui est dans la Constitution pour penser que nous atteindrions à la Constitution. Vous savez très bien que la volonté du gouvernement est de transformer en profondeur ce qui ne marche pas dans ce pays, mais de ne jamais se réfugier dans des dogmes ou dans du prêt-à-penser qui pendant trop longtemps nous a opposés. Et permettez-moi, pour conclure, de prendre le seul sujet de l'apprentissage que vous avez évoqué. J'ai vécu dans cette Assemblée suffisamment longtemps pour savoir que nous nous opposions sur des débats sur l'âge et pas sur le fait de savoir si ça marchait. Merci, Monsieur le Ministre. La parole. Opposition d'arguments assez classique entre la majorité et l'opposition. Et c'est au tour de Paola Forteza. Monsieur le ministre de l'économie, vous avez déclaré ce matin que vous alliez assigner Google et Apple devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives. Vous souhaitez, à ce titre, mettre fin à 2 situations que vous déplorez. L'imposition de la rémunération des développeurs qui proposent des applications sur l'App Store et Google Play, mais aussi l'absence de taxation des géants du numérique. S'agissant de la rémunération des développeurs, vous avez constaté, suite à la remise d'un rapport issu d'une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, qu'il existe une relation commerciale déséquilibrée. En effet, les applications proposées sur les stores donnent lieu à une rémunération fixée en amont pour les développeurs ou start-up qui les ont conçues. Il n'existe donc pas de marge de manœuvre pour la rémunération de ces acteurs économiques nationaux innovants. De même, vous avez émis le souhait que les GAFAM respectent les règles fiscales en vigueur en France. À titre d'exemple, Facebook a réglé 1,2 million d'euros d'impôts en France en 2016 pour un chiffre d'affaires estimé à 540 millions d'euros. La même situation a été constatée de la part de Google, et ce, malgré un contentieux en cours. Ces cas isolés appellent une réflexion d'ensemble. De façon générale, nous devons mettre à jour les notions de monopole et d'abus de position dominante pour qu'elles soient adaptées aux nouveaux enjeux et défis posés par l'industrie du numérique. La concurrence loyale doit primer dans ce secteur si nous voulons que l'innovation prospère. Nous devons le faire au niveau européen, comme nous avons commencé à le préfigurer avec le RGPD ou la proposition de taxe aux géants du numérique qui sera annoncée dans les prochains jours, mais nous devons aussi et surtout le faire au niveau international, d'où l'importance de porter ces sujets au sein des enceintes de coopération internationale. Monsieur le ministre, pouvez-nous donc nous détailler le plan d'action que vous... Paola Forteza, c'est une députée qui est connue pour son engagement sur les sujets numériques, notamment sur la citoyenneté du numérique. Elle est aussi une grande avocate de l'open data et du logiciel libre. Paola Forteza, donc, qui interpelle aujourd'hui le gouvernement et plus précisément Bruno Le Maire sur son intention de traîner en justice les GAFAM, ces géants du numérique qui abusent de leur position dominante. Et donc on va écouter le ministre de l'économie préciser un petit peu sa pensée. La députée Forteza. Depuis plusieurs mois, la DGCCRF enquête sur le comportement de Google et d'Apple. La DGCCRF, c'est la Direction Générale de Répression des Fraudes. Des applications pour ces 2 géants du numérique. Les conclusions de la DGCCRF sont sans appel. Les pratiques de Google et d'Apple vis-à-vis des développeurs sont contraires aux règles commerciales. J'ai donc décidé de saisir la justice pour que les sanctions nécessaires soient prononcées contre Google et contre Apple. Il y a des règles commerciales en France et chacun doit comprendre, qu'il soit faible ou qu'il soit puissant,
que ces règles commerciales, nous les ferons respecter et que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur importance, les respecteront. Et merde, on a un tout petit pop de la vidéo au moment où Bruno Le Maire assure que les règles s'appliqueront à tout le monde, y compris à Google et Facebook. Apple. Nous avons un problème d'équité fiscale internationale. N'importe quelle PME, n'importe quelle TPE sur le territoire français paye ses impôts locaux, nationaux et ses taxes. Personne ne peut comprendre que les géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Microsoft, n'aient pas à payer le même montant d'impôts sur le territoire national ou sur le territoire européen. Nous nous battons donc depuis plusieurs mois avec le président de la République pour faire aboutir une fiscalité juste et efficace des géants du numérique. Nous avons mobilisé notre partenaire allemand. Nous avons mobilisé 19 États membres de l'Union européenne. Nous travaillons au sein de l'OCDE. La semaine prochaine, dans le cadre du G20, je continuerai à défendre cette idée avec l'appui de la Commission européenne qui nous apporte, elle aussi, son soutien. Notre objectif, il est clair, que l'Union européenne se dote au début de l'année 2019, au plus tard, d'un instrument législatif efficace pour taxer les géants. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est une manière aussi pour les pays européens de reprendre la main face à Donald Trump, puisque la plupart des GAFAM, enfin l'écrasante majorité des GAFAM, sont américains. Écologique et solidaire. Quel dommage, Monsieur le Ministre, que vous ne soyez pas en Inde aux côtés du Président de la République. Vous auriez pu nous donner des informations de première main sur la vente de 6 réacteurs EPR. Mieux, vous aurez sans doute pu indiquer à Monsieur Macron que l'EPR est un désastre. À Flamanville, sa construction a pris un retard considérable et ses coûts ont explosé. Il devait coûter 3 milliards, il en coûtera bientôt plus de 10. Bravo, la technologie performante. Le scandale industriel autour des cuves défectueuses fabriquées par Creusot-Forge n'a toujours pas été élucidé. Allez-vous faire fabriquer les mêmes cuves pour les Indiens ? Quel dommage, Monsieur le Ministre, que vous n'ayez pas pu souffler à l'oreille de Monsieur Macron ce que vous avez dit hier sur France Inter. Selon vous, je cite, « L'énergie nucléaire n'est pas une énergie d'avenir ». Qui pourrait penser en effet, étant donné la dépendance à l'uranium, la dangerosité des installations, la durée de vie colossale des déchets, le gouffre financier qu'elle représente, qui pourrait penser que l'énergie nucléaire est une énergie d'avenir ? Il semblerait que le président soit aveugle à ces évidences. Au lieu de cela, il va jouer au représentant commercial en nucléaire à l'international. N'avez-vous donc rien retenu de la catastrophe de Fukushima pour participer à la construction de la plus grande centrale au monde, d'autant plus sur une zone sismique ? Mathilde Panot, la députée insoumise qui porte dans l'hémicycle la campagne qu'est en train de mener la France insoumise, vous l'avez peut-être vu passer sur internet, contre le nucléaire. Mathilde Panot qui prend l'occasion du voyage en Inde d'Emmanuel Macron, puisque en Inde, Emmanuel Macron a réussi à vendre, entre guillemets, aux Indiens 6 EPR, donc ces nouveaux réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Mathilde Panot donc qui porte la contre-argumentation sur le nucléaire en disant que ce n'est pas une énergie d'avenir. Je précise qu'elle est secrétaire de la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. La question posée est claire. Êtes-vous favorable à la sortie du nucléaire ? Irez-vous, Monsieur le Ministre, voter pour faire pression sur le reste de l'exécutif et être en accord avec les propos que vous avez tenus hier ? Et Mathilde Panot qui s'en prend de manière assez habile au ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, qui va donc pouvoir lui répondre pour clarifier sa position. Est-ce qu'il est pour ou contre le nucléaire ? Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bateau. Excusez-moi, Panot. Il ne vous a pas échappé que le sujet du nucléaire n'est pas un sujet qui apaise la discussion sur la politique énergétique de la France. Je suis d'abord très content que vous engagiez une consultation citoyenne sur l'énergie en général et peut-être le nucléaire en particulier, avec le vœu que la programmation pluriannuelle de l'énergie ne se limite pas à un procès de la filière nucléaire. Il y a un point sur lequel on peut tous se retrouver, et vous le savez très bien. Vous souhaitez sortir du nucléaire. Pour en faire la démonstration, réussissons. Première étape, sur laquelle on peut tous se retrouver et retrouver notre liberté de choix, c'est d'aller à 50% de production d'énergie nucléaire dans la production d'électricité. Si on réussit cette étape, peut-être qu'à ce moment-là, et je le souhaite, on pourra aller plus loin. Vous m'interrogez... Il est habile, Nicolas Hulot. Nucléaire en Inde, ça ne m'a pas échappé. Mais pardon de vous le dire, j'ai déjà assez à faire avec la politique énergétique de la France pour ne pas me mêler de la politique énergétique de l'Inde. Mais
ça ne me réjouit pas. Je suis pas ministre de l'énergie de l'Inde, foutez-moi la paix. En Inde, pardon de vous le dire, c'est que pour finir, en Inde, on développe 4 fois plus d'énergie renouvelable que d'énergie nucléaire. Donc le basculement a eu lieu, l'histoire est en marche, et accompagnons-la, accueillons-la, organisons-la, et j'espère qu'ensemble, on pourra se retrouver sur cet objectif. Nicolas Hulot qui est très habile dans sa réponse, qui ne dit pas s'il est pour ou contre le nucléaire, il dit juste qu'on sorte ou pas du nucléaire. De toutes les façons, le premier objectif c'est d'arriver à 50% de production nucléaire dans le mix énergétique, donc de faire baisser la part du nucléaire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus déjà? Merci Monsieur le Président. C'est assez bien joué de sa part. La question s'adresse à Madame la Ministre des Santé et de Solidarité, Madame Agnès Buzyn, et j'y associe ma collègue Anne-Laure Cattelot, députée du Nord. Madame la Ministre, en ce moment au cinéma, les paysages magnifiques de ma circonscription sont à l'honneur. Du vert à perte de vue, une image bucolique de la Flandre, le symbole de la ruralité. Depuis 2012, le centre hospitalier d'Hazebrouck demande l'autorisation d'implanter un équipement d'IRM. Depuis bientôt 6 ans, les équipes se heurtent à des refus répétés. Cette année, 4 implantations devraient être autorisées dans le Nord, toutes sur la métropole lilloise. Les médecins orientent leurs patients vers celles-ci. Les meilleurs spécialistes s'y regroupent et nos hôpitaux ruraux peinent à recruter. Les métropolitains sont surchargés et les temps d'attente s'allongent. C'est un cercle vicieux. Alors que l'on préconise l'utilisation d'IRM pour les patients les plus fragiles, comme les femmes enceintes ou les enfants, les équipes d'Hazebrouck sont obligées de continuer à utiliser ces vieilles pratiques. Madame la Ministre, comment peut-on décider du bien fondé d'une implantation en traçant un arc de cercle sur un plan depuis un bureau métropolitain? C'est très rare ce qui est en train de se passer. Jennifer de Temerman, elle est députée de la majorité, mais elle est en train de poser une question au gouvernement sous forme d'accusation assez précise. Jennifer de Temerman qui dit mais comment ça se fait que vous foutez 4 IRM à Lille et qu'on n'arrive toujours pas à en avoir un à Hazebrouck alors qu'on le demande depuis 6 ans? Nous sommes tous convaincus de l'importance de lutter contre la désertification médicale et contre la fracture territoriale. Et vous entendez Jennifer de Temerman se faire applaudir par la députée des oppositions. La stratégie de transformation du système de santé. Des chantiers autour de 5 grands axes ont débuté vendredi dernier. Le 5e axe, car vous en avez conscience, prévoit de repenser l'organisation territoriale de l'accès aux soins. Madame la Ministre, comment pouvons-nous tous ensemble réfléchir à la place et au fonctionnement des instances territoriales autour de véritables projets de santé? C'est très rare que les députés de la majorité saisissent une question au gouvernement pour mettre en difficulté un membre du gouvernement. Donc Agnès Buzyn qui va prendre la parole et répondre peut-être à la députée sur cette IRM à l'hôpital d'Hazebrouck. Madame la députée Jennifer de Temerman, vous avez raison, aujourd'hui les besoins des Français ne sont plus satisfaits en matière de santé. J'ai donc lancé une stratégie de transformation du système qui n'est pas une énième réforme de l'hôpital, mais va bien au-delà. Et elle cherche à répondre aux besoins des territoires. Elle est la volonté d'une transformation de l'ensemble de notre système de santé. Elle est globale, cohérente et méthodique. Nous souhaitons passer, par exemple, d'un financement qui ne pousse pas à la coopération et qui valorise la quantité par rapport à la qualité et à la pertinence, à un système tourné vers le parcours de soins du malade, le financement de la prévention, la coordination des acteurs et des secteurs, la qualité des soins et la pertinence des actes. Notre objectif n'est pas de faire des économies, mais de voir comment, avec le même montant de dépenses, on peut améliorer la qualité de vie des Français et leur accès à des soins de qualité. Cette stratégie, elle sera déclinée en 5 chantiers. Je les ai annoncés vendredi dernier. Le premier Agnès Buzyn qui développe sa stratégie globale sur le système de santé, ça on a compris, mais qu'est-ce qu'il en est de l'IRM d'Hazebrouck? Le système de santé et de son financement. Le 3e, c'est la transformation numérique. Le 4e est la réflexion indispensable sur les ressources humaines et la formation des professionnels. Et enfin, j'y viens pour répondre spécifiquement à votre question. Nous devons repenser les territoires. Il faudra continuer à structurer les soins de ville, et ce, en lien avec l'hôpital, en lien avec le secteur médico-social. L'exercice isolé doit devenir une exception. Les territoires doivent être décloisonnés. On doit envisager une gradation des soins. C'est le 5e chantier que nous avons lancé. Et pour porter cette stratégie ambitieuse, j'ai demandé à des experts de consulter largement. Ils me rendront leurs conclusions fin mai, de façon à ce que les premières mesures soient inscrites dans la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2019. Merci. On n'aura pas de réponse sur l'IRM d'Hasbrook. La parole est à Monsieur Vincent Descoeur. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le porte-parole de votre gouvernement a confirmé mercredi dernier la décision de réduire la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau secondaire. Et oui, vous l'avez vu en direct sur Acropolis. Du revers de la main les arguments des élus et des associations d'usagers et restant sourd à l'inquiétude légitime, voire désormais la colère d'une majorité de Français. Monsieur le Premier ministre, je tiens à réaffirmer ici que la diminution du nombre de victimes des accidents de la route est un objectif qu'on ne peut que partager et nous le partageons. Aussi, ce n'est bien évidemment pas l'objectif poursuivi que nous remettons en cause, mais les moyens d'y parvenir. Pourquoi? Parce que cette mesure est injuste et inadaptée. Beaucoup d'élus sur ces bancs, sur tous ces bancs, des élus peut-être plus nombreux qu'il n'y paraît, partagent ce point de vue. Elle est injuste parce qu'elle n'aura pas les mêmes conséquences pour nos concitoyens qu'ils résident à proximité d'une autoroute, dans une zone rurale ou périurbaine, et de surcroît dans un département rural et de montagne. Une injustice d'autant plus mal vécue que votre gouvernement a affiché comme priorité, je vous cite, la mobilité du quotidien, alors que dans le même temps, vous vous apprêtez à condamner les automobilistes qui empruntent le réseau secondaire à ne plus pouvoir dépasser les véhicules lourds puisqu'ils rouleront désormais à la même vitesse. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement, s'il devait ne pas renoncer, doit à minima se résoudre à adapter cette mesure en faisant le choix de laisser ceux qui connaissent le mieux ce réseau décider des axes sur lesquels la vitesse pourrait être menue à 90 km/h. Je pense au préfet pour les routes nationales. Voilà, là on est au cœur de l'argument de Vincent Descoeur qui a même fait une proposition de loi sur ce sujet-là. Il ne veut pas que l'on interdise, qu'on fasse 80 km/h de manière uniforme sur tout le territoire. Il veut qu'on laisse les acteurs de terrain décider des axes sur lesquels on réduit la vitesse. Je précise que Vincent Descoeur, il est professeur agrégé de biologie. Et il porte donc l'argument contre le gouvernement sur la question de cette réduction à 80 km/h de la vitesse. On réécoute le Premier ministre sur ces sujets. Monsieur le député, l'année dernière, en 2017, sur les routes françaises de métropole et d'outre-mer, c'est plus de 3600 personnes qui ont trouvé la mort, soit du fait d'une erreur ou d'une inattention de leur part, soit du fait d'une erreur ou d'une inattention de quelqu'un d'autre sur la route. C'est plus de 75 000 personnes qui ont été blessées, dont 25 000 ont été blessées avec des séquelles qui demeureront irréversibles. Samedi 3 mars dernier, et je vais répondre complètement à votre question, ces chiffres, ces statistiques ont pris la forme d'une occurrence. Un accident dans le Finistère, 3 morts, 3 enfants. Vous avez raison, monsieur le député, c'est scandaleux. Je suis d'accord avec vous. C'est scandaleux. Ce qu'ont vécu les témoins de cet accident, ce qu'ont vécu les équipes de secours, ce qu'a vécu le gendarme qui a été annoncé à la famille, ce décès, vous avez raison, monsieur le député, c'est scandaleux. Monsieur le député, les députés les Républicains qui n'ont pas l'air d'apprécier le côté pathos de la réponse d'Édouard Philippe. Monsieur le député, vous avez été maire, comme moi, dans le Cantal. Vous avez, comme tous ceux qui ont été maires, parfois, heureusement, mais parfois, oui, il a été maire aussi. Parfois, vous avez dû faire ces annonces, et vous savez combien ce sont des moments terribles. Dans le Cantal, département qui compte un peu moins de 150 000 habitants, si mes chiffres sont corrects. L'année dernière, ça a été 12 morts. Avec, vous le savez d'ailleurs, monsieur le député, parce que vous connaissez intimement votre département, un taux d'accidentalité et de surmortalité qui est supérieur dans le Cantal à la moyenne nationale. Mon objectif, monsieur le député, et je pense que ça peut être un objectif commun, c'est de ne pas me résigner à ces chiffres et à ces scandales. C'est de faire en sorte
qu'alors que notre pays se mobilise à juste titre quand un accident coûte la vie à nos concitoyens, il ne se résigne pas à ce plancher sordide de plus de 3500 à 3600 morts annuels. Édouard Philippe qui justifie sa volonté d'agir et le député qui a l'air de lui dire mais c'est pas ça la question c'est qui décide de la baisse de la vitesse. Est systématiquement un facteur aggravant de la mortalité et de la gravité des accidents. Il se trouve que c'est systématiquement un facteur aggravant. Et nous pensons donc que si nous voulons apporter une réponse efficace à ces 3600 morts par an, à ces 25 000 blessés graves, nous devons agir sur tous les plans qui justifient les accidents. Et le plan, monsieur le député, je suis désolé qu'il y ait autant de bruit autour de vous parce que vous semblez m'entendre mal alors que je suis certain que la question vous tient à cœur et que la réponse vous intéresse. Nous savons, monsieur le député, vous et moi, que dans le plan que j'ai annoncé, il y a 18 mesures. Il y en a beaucoup qui sont relatives à l'information, il y en a beaucoup qui sont relatives à la formation, il y en a beaucoup qui sont relatives à la répression des comportements à risque, usage de produits stupéfiants, conduite sans permis, vous le savez. Et il y a cette mesure sur la limitation de vitesse. Elle n'est pas dirigée contre telle ou telle partie de la population, à l'évidence. Elle est destinée à protéger l'ensemble de la population. Édouard Philippe qui défend pied à pied sa mesure de baisse de la vitesse sur le réseau secondaire de 90 à 80 km/h avec un argument central, celui de la sécurité routière, en rappelant que la vitesse est toujours un facteur aggravant de la mortalité sur les routes. Monsieur le député, elle a été rendue obligatoire sur la totalité du territoire national. Je veux, monsieur le député, ajouter 3 éléments. Le premier, c'est que nous avons indiqué que l'ensemble des coûts liés à la transformation de la signalétique seraient pris en charge par l'État. Je veux dire aussi que nous avons indiqué de façon très claire que le surplus de recettes éventuellement perçues liées à l'installation de cette mesure serait versé intégralement aux établissements sociaux ou médico-sociaux qui prennent en charge ceux qui ont été victimes de ces accidents. Je pense que c'est utile pour ces établissements et je pense, monsieur le député, que c'est utile pour ceux qui sont victimes de ces accidents. Pour terminer, monsieur le député, quand j'ai annoncé cette mesure, j'ai dit, car j'en avais parfaitement conscience, que c'était une mesure impopulaire, qui susciterait de l'agacement, des questionnements et peut-être, le cas échéant, de la colère. Je fais, monsieur le député, comme vous, de la politique et j'aime ça. Et si j'aime ça, c'est parce que quand je pense qu'une mesure est bonne pour l'intérêt de mon pays, quand bien même elle est impopulaire, eh bien je l'assume. Édouard Philippe qui assume donc cette mesure impopulaire de la baisse de la vitesse et qui est chaleureusement applaudi par la majorité En Marche dans l'hémicycle, qui se lève même en soutien au Premier ministre et à cette mesure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat, de cette baisse de la vitesse sur les réseaux secondaires de 90 à 80 km/h? Vous êtes pour, vous êtes contre? Qu'est-ce que vous en pensez? Mes chers collègues, avant de passer la parole à Madame Casarian, je vous appelle à un peu de calme. Je n'ai pas voulu interrompre tout à l'heure le Premier ministre, mais franchement, nous avons déjà rendu hommage dans cet hémicycle, par des minutes de silence, à des victimes d'accidents de la route, pas simplement à des soldats français morts pour la France, pas simplement à des personnalités politiques, mais aussi à des victimes d'accidents de la route. Alors, par respect, par dignité pour toutes les familles des victimes d'accidents de la route, je trouve qu'on pourrait s'abstenir de vociférer quand quelqu'un parle des victimes des accidents de la route. Quoi qu'on pense des mesures qui sont annoncées pour la sécurité routière. François de Rugy qui rappelle à l'ordre vertement les députés de l'opposition qui vocifèrent et font du bruit lorsque le gouvernement répond. Et à Madame Danielle Casarian. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Madame la Ministre, la compréhension des troubles du spectre autistique reste aujourd'hui malheureusement lacunaire en France, que ce soit chez certains professionnels de santé, dans le monde de l'enseignement et au sein du grand public. Selon un récent rapport de la Cour des comptes, un tiers des pédiatres et seulement la moitié des généralistes en France sont formés à dépister cette maladie. Ce manque de connaissances se traduit malheureusement parfois par la diffusion à grande échelle de fausses informations sur les causes de l'autisme, contre lesquelles vous avez récemment réagi,
les écrans ou encore la vaccination sont tour à tour accusés d'être responsables de cette maladie, encore considérée parfois comme une pathologie d'ordre psychiatrique, alors que la plupart des experts s'accordent à dire qu'il s'agit d'une maladie neurologique. Danielle Casarian, la députée du Rhône, qui met les pieds dans le plat du débat sur l'autisme. Priorité en la matière. Pour ce qui est de la détection et de la prise en charge de l'autisme, le chantier demeure important. On estime en effet que seulement 15% des enfants atteints de troubles de spectre autistique bénéficient d'un diagnostic et d'une prise en charge précoce. Or, la rapidité de la prise en charge est absolument déterminante pour améliorer... Non, vous n'avez pas compris ce qu'elle a dit. Danielle Casarian, elle a dit que les troubles autistiques font l'objet d'une désinformation, notamment sur Internet, et qu'il y a des gens malhonnêtes qui disent que l'autisme est causé par la vaccination ou par les écrans. Elle prend ça comme exemple, comme le contre-exemple de ce qu'elle est en train de dire, justement. Elle n'a pas du tout dit que c'était la vaccination qui était responsable de l'autisme, elle a dit le contraire. Oublié de ces politiques publiques. En outre, la prise en charge des personnes touchées est trop rigide. Elle peine à s'adapter à chaque situation et n'évolue pas en même temps que le patient. Beaucoup de ces constats sont connus depuis longtemps. Il est donc temps de donner une nouvelle impulsion à la prise en charge de l'autisme dans notre pays. Madame la ministre, pouvez-vous nous détailler les grandes lignes du 4e plan autisme que vous dévoilerez prochainement? Je vous remercie. Voilà, on va en savoir plus grâce à Danielle Casarian sur ce que prévoit de faire le gouvernement pour le plan autisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Danielle Casarian, en matière de politique de l'autisme, la France n'est pas au niveau. Naître en France avec un autisme expose encore trop souvent les familles concernées à un parcours du combattant indigne de notre République. Le diagnostic intervient trop tardivement, la place à l'école n'est pas acquise, les prises en charge adaptées sont trop rares et l'arrêt de l'activité d'un des deux parents s'impose encore. Enfin, l'insertion professionnelle en milieu ordinaire relève de l'exception. Pourquoi, malgré 3 plans successifs, la France n'arrive-t-elle toujours pas à mettre en place ce qui fonctionne et fait ses preuves à l'étranger, en Espagne, en Italie, au Danemark, en Suède, au Canada, aux États-Unis? Votre question le suggère, parce qu'il y a encore trop d'informations fausses sur l'autisme et que notre pays a longtemps préféré faire de cette question un sujet de polémique. Vivant sur les idées fausses, notre société continue de caricaturer et de reléguer. C'en est assez. Avec le Président de la République, nous voulons changer ce paradigme et pour ce faire, utiliser un levier, remettre la science au cœur de la politique publique de l'autisme. Ça c'est assez clair. Sophie Cluzel qui plaide pour... de nombreux pays de l'OCDE en matière de recherche sur le neurodéveloppement. Qui plaide pour que l'autisme soit abordé avec une approche scientifique des neurosciences et non plus une approche quasi exclusivement psychanalytique. C'est un vieux débat, un débat très violent qui oppose des médecins à des psychanalystes. Quand ils alertent sur le développement de leur enfant, ce sont eux les premiers experts de leur enfant. Confiance aux professionnels de la petite enfance et de la santé, qui accueillent en premier lieu leur détresse et leurs inquiétudes. Mieux formés, ils doivent pouvoir orienter vite et donner accès à des interventions sans délai. Confiance dans l'ensemble des acteurs de l'accompagnement et surtout de l'éducation, car tout doit se passer à l'école. Diffuser la connaissance pour intervenir plus tôt, scolariser, employer, ne plus reléguer. Voilà mon ambition et les grandes lignes d'un plan sur lequel nous travaillons encore d'arrache-pied avec les ministres concernés, Agnès Buzyn, Frédérique Vidal, Muriel Pénicaud, Jean-Michel Blanquer. Merci, je reviendrai avec plaisir vers vous début avril pour vous donner plus de détails sur notre politique. La parole est maintenant à monsieur Yannick Favennec. Voilà, on en sait un petit peu plus sur l'approche qui est choisie par le gouvernement sur cette question-là. Yannick Favennec. Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté attentivement hier répondre à notre collègue André Chassaigne sur les petites retraites agricoles et tout à l'heure Madame Buzyn à Madame Pires-Beaune. Si je comprends votre objectif d'une réforme globale de notre système de retraite, vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main la proposition de loi du groupe communiste qui portait le minimum garanti pour les anciens chefs d'exploitation de 75 à 85% du SMIC, soit 990 € par mois, c'est-à-dire juste au-dessus du seuil de pauvreté. D'une part parce que ce texte a été voté à l'unanimité dans cet hémicycle en 2017 et approuvé au Sénat en commission également à l'unanimité. D'autre part parce qu'il répond à l'attente de centaines de milliers d'exploitants agricoles. À titre d'exemple, 5000 personnes sont concernées dans mon seul département de la Mayenne. Enfin parce que cette proposition de loi concrétise
une promesse électorale du candidat Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas l'aumône que demandent nos agriculteurs, mais une mesure de reconnaissance et de justice sociale qui représente 190 € par an et par exploitant. La semaine dernière au Sénat, en instaurant le vote bloqué et en refusant de revaloriser les petites retraites agricoles, en fait, c'est un mauvais coup que vous avez porté au monde rural en général et aux agriculteurs en particulier. Monsieur le Premier ministre, au nom du groupe UDI, Agir et Indépendants, je vous pose solennellement la question. Allez-vous revenir sur cet arbitrage inacceptable et quand? Très très rare que un député de l'UDI, Agir, plutôt de centre droit, commence par tresser des lauriers à une proposition de loi communiste en disant on aurait dû la voter cette proposition de loi et le gouvernement nous a empêché de le faire au Sénat avec cette procédure de vote bloqué. Monsieur le député Yannick Favennec-Becco, comme vous le savez, le texte a été retiré au Sénat. Il sera donc de nouveau examiné. Il sera de nouveau examiné au mois de mai et nous aurons d'ici là beaucoup travaillé avec le Haut-Commissaire à la réforme des retraites sur la situation particulière des exploitants agricoles. Et je le rappelle, si les pensions des exploitants agricoles sont très faibles, c'est parce que cela est lié avant tout à la faiblesse des revenus agricoles sur lequel le gouvernement porte une attention toute particulière. C'est aussi lié à un taux de cotisation faible et je vous rappelle... Le vote bloqué, c'est une procédure qui est prévue dans le règlement intérieur des assemblées et qui permet au gouvernement de demander un vote en une seule fois sur un article et sur la version gouvernementale de l'article sans examiner d'amendement. Très particulier qui unit les Français et leurs agriculteurs. Je ne sais plus qui avait dit, c'était une espèce de mini 49.3. À la situation des petites retraites. Si on veut. Je vous rappelle que nous avons voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 la majoration de 100 € du minimum vieillesse pour le porter à un peu plus de 900 € d'ici janvier 2020 et cela débute par une revalorisation de 30 € dès le 1er avril prochain. Cette revalorisation bénéficiera bien entendu à l'ensemble des personnes âgées retraitées. Donc avant le débat sur les retraites qui s'annonce, le gouvernement considère logiquement qu'aucune modification des paramètres importants des régimes existants n'a vocation à intervenir. Nous l'avons dit a fortiori de façon sectorielle. Nous y travaillons avec Jean-Paul Delevoye de façon à intégrer les particularités des retraites. Jean-Paul Delevoye, c'est le haut-commissaire à la réforme des retraites Il ne s'agit pas d'un refus qui travaille sur ce dossier actuellement. Agnès Buzyn, donc, qui justifie la position du gouvernement en disant on est en train d'y travailler, on n'a pas d'opposition sur le principe et de toutes les façons on va augmenter le minimum vieillesse, donc ça reviendra à peu près au même. La parole est maintenant monsieur Jacques-Marie Lossian. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes. Le titre de cette question aurait pu être « To remain or to leave, that is the question » ou, plus modestement, « Should I stay or should I go » Merci. The Clash, très classe. Entre l'Union européenne et le gouvernement britannique se poursuivent, le sort de milliers d'Européens vivant et travaillant au Royaume-Uni reste incertain. À ce jour, plus de 120 000 citoyens européens ont déjà quitté le Royaume-Uni depuis le référendum de juin 2016. Dans le cadre de la mission d'information parlementaire sur le Brexit, présidée par François de Rugy, nous avons été alertés sur deux types de problèmes. Premièrement, un certain nombre de nos compatriotes ont déjà rejoint la France. Ils sont confrontés aujourd'hui à un véritable parcours du combattant pour leur installation et leurs démarches administratives. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui plus de 300 000 Français installés au Royaume-Uni. S'ils rentraient tous, cela représenterait un vrai défi pour les pouvoirs publics. Tu m'étonnes. Deuxièmement, se pose la question du maintien des droits des citoyens français vivant au Royaume-Uni, mais aussi ceux des citoyens britanniques résidant en France, dont nous savons qu'ils sont nombreux à être impliqués dans la vie de leur commune, et notamment comme conseillers municipaux. Jacques-Marie Lossian, le député En Marche, qui pose une question importante, c'est la question du devenir des travailleurs français au Royaume-Uni et des travailleurs britanniques en France après le Brexit. Qu'est-ce qui va advenir de tous ces gens-là? Ça pose tout un tas de questions et c'est une question très importante dans le cadre des négociations sur la question du Brexit. En tout cas, on retiendra que Jacques-Marie Lossian décroche la palme du meilleur début de question au gouvernement après avoir cité les Clash et les Beatles, c'est quand même la classe. De nos deux pays. Puisse William Shakespeare nous inspirer, car ne l'oublions pas, good company, good wine and good welcome make good people. Merci, monsieur le député.
Je vous invite, mes chers collègues, à vous exprimer en français si vous voulez être compris par nos compatriotes et accessoirement être au compte-rendu. François de Rugy qui rappelle effectivement que la langue française est obligatoire dans l'hémicycle, on n'a pas le droit de parler une autre langue. C'est dommage parce que c'était classe. Allez, Nathalie Loiseau qui va nous en dire un peu plus sur ce vrai sujet et très sérieux. La situation des Européens au Royaume-Uni, notamment 300 000 Français, vous l'avez souligné, a été dès le début de la négociation sur le Brexit l'une de nos priorités fortes. En décembre, nous avons obtenu du Royaume-Uni l'assurance que les citoyens européens qui y résident continuent à pouvoir y résider, y travailler, y étudier dans les mêmes conditions qu'actuellement après le retrait du Royaume-Uni. Leurs qualifications professionnelles continueront à être reconnues, ils auront accès aux soins de santé, à la retraite et aux prestations de sécurité sociale. Les droits de leurs proches seront garantis. Le principe, comme vous le souhaitez, est bien celui de la réciprocité entre droits des Européens au Royaume-Uni et droits des Britanniques en France. Aujourd'hui, la Commission cherche à obtenir pour les ressortissants européens résidant au Royaume-Uni des garanties additionnelles, par exemple en cas de difficulté pour demander le statut de résident. Nous demandons aussi à ce que les citoyens européens qui s'installeraient au Royaume-Uni pendant la période de transition bénéficient des mêmes droits que ceux qui y résidaient avant le 30 mars 2019. Nous rappelons régulièrement à nos interlocuteurs britanniques l'importance de la question du statut de nos ressortissants. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire devant la mission d'information sur le Brexit, le Conseil européen a décidé que l'Union européenne aurait un seul négociateur, Michel Barnier, qui a notre confiance et qui est fortement... Nathalie Loiseau qui donc explique que le problème est pris très à cœur par le gouvernement qui évidemment a demandé des garanties au Royaume-Uni et qui les a obtenues, donc a priori ça devrait aller, il n'y aura pas de problème, mais c'est pas chacun des pays européens qui négocie directement la question de ses ressortissants avec le Royaume-Uni, c'est bien un négociateur unique, le commissaire européen Michel Barnier, alors il se trouve qu'il est français mais ça aurait pu être une autre nationalité, peu importe, Michel Barnier qui donc négocie actuellement au nom de l'Union européenne, au nom de la Commission européenne, avec le Royaume-Uni sur les conditions de leur départ de l'Union européenne. Josette Manin. La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. J'y associe mon collègue Serge Letchimy. Monsieur le ministre, 2 minutes ne suffiront pas pour décrire la colère qui gronde à la Martinique au vu du nombre de collèges et de lycées fermés ou bloqués depuis quelques semaines. Je cite quelques-uns. Le lycée polyvalent de Bellefontaine, le lycée général et technologique de la Trinité, les collèges Rose Saint-Just de Trinité, Aimé Césaire de Fort-de-France, Périnon de Fort-de-France, Adney du François et j'en passe. En effet, l'annonce de la fermeture de plusieurs classes à la rentrée prochaine a créé un véritable émoi auprès du personnel éducatif, la colère et la mobilisation des syndicats et des parents. Les motifs évoqués par votre ministère, baisse du nombre d'élèves de l'académie du fait de la chute démographique de l'île, volonté de retranscrire les choix budgétaires du gouvernement qui demande la suppression de 57 postes d'enseignants et par effet de ricochet 45 classes. Pour rappel, cela fait plus de 10 ans... Et donc effectivement, Josette Manin est la deuxième députée socialiste à poser une question. On se posait la question hier de savoir si le groupe Nouvelle Gauche avait 1 ou 2 questions par séance. Et bien en fait, ça dépend des séances. Ils doivent en avoir 3 par semaine, effectivement. Josette Manin, qui est députée de la Martinique et qui tire la sonnette d'alarme sur les fermetures de classes en disant que ça a beaucoup choqué les collègues des établissements scolaires martiniquais lorsqu'ils ont appris le nombre de classes qui allaient être fermées à la rentrée prochaine. Je précise qu'elle fait partie de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. La Martinique ou n'importe quel territoire de France ne de peut l'Assemblée être nationale. sujette à des simples calculs budgétaires en ce qui concerne l'éducation. Les suppressions de postes sur le territoire martiniquais ne feront qu'accentuer le désespoir et la déshérence de notre jeunesse quand l'école de la République se doit d'être le moteur de leur ascension sociale. Monsieur le ministre, renoncez à cette politique de suppression massive des postes dans l'enseignement et donnez aux recteurs nouvellement nommés les moyens qui lui permettront de répondre aux besoins de la communauté scolaire. Merci beaucoup Tarja pour ton abonnement, alors que Josette Manin conclut sa question sur les moyens dévolus à l'éducation en Martinique. Et c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui va lui répondre sur ces fermetures de classes. Messieurs les députés, Madame la députée Josette Manin, je vous remercie pour cette question sur la Martinique. C'est l'occasion de parler d'un territoire pour lequel j'ai une grande attention. J'étais d'ailleurs avec le Premier ministre en novembre dernier
dans l'Académie de Martinique pour l'accompagner, mais aussi pour regarder précisément les conditions de la rentrée prochaine. Vous l'avez rappelé, les conditions démographiques de la Martinique font qu'il y a moins d'élèves d'année en année. Vous avez rappelé d'ailleurs que les précédents gouvernements avaient supprimé des postes, parfois même dans le premier degré et dans le second degré. Je n'ai aucun mal à renoncer à d'éventuelles suppressions de postes dans le premier degré, puisqu'il y aura, dois-je le dire pour cette académie comme pour d'autres, des créations de postes en Martinique dans le premier degré à la rentrée prochaine. Premier degré, je rappelle, c'est l'école élémentaire et l'école maternelle. 107 élèves en moins dans le premier degré, il y aura 11 postes supplémentaires dans le premier degré à la rentrée prochaine. La Martinique est ainsi l'académie de France qui a le meilleur taux d'encadrement, toutes académies comparées. Il y aura par ailleurs 35 dédoublements de CP. Le taux d'encadrement, c'est le nombre d'adultes par enfant. De CE1. Vous voyez ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Si, j'y crois. Je crois d'autant plus. Pardon, mais c'est que je ne vois pas le chronomètre. Il a dit voilà, qu'il ne voyait pas le chronomètre, il faut lui dire combien de temps il lui reste. Ah d'accord. Dépêche-toi Jean-Mi. C'est bientôt fini. J'y crois d'abord pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire que nous créons des postes dans le premier degré et que les suppressions dans le second degré sont bien moindres que celles que l'on a connues dans les années précédentes. Donc ce qui compte maintenant, ce sont les enjeux qualitatifs. Ces enjeux qualitatifs que j'ai vus quand j'ai visité la Martinique, notamment pour réussir dans l'enseignement supérieur lorsque nos élèves passent le baccalauréat et aussi pour réussir leur insertion professionnelle lorsqu'ils passent un bac pro. Ce que nous allons faire donc dans les mois et les années à venir, c'est le renforcement du second degré sur le plan qualitatif avec des formations insérantes. C'est le sens aussi de la politique menée par le nouveau recteur Pascal Jean que vous avez cité. Je suis donc optimiste pour la Martinique et prêt à travailler avec vous sur cet avenir dessiné ensemble. Merci, Monsieur le Ministre. Jean-Michel Blanquer, décidément, toujours très calme lorsqu'il répond aux questions au gouvernement. Vous savez qu'il marque des points. Sébastien Jumel, on l'écoute. Tel un boxeur qui esquive pour ne pas être sonné, vous avez refusé de répondre au président André Chassaigne qui, au nom des parlementaires communistes, vous exhorte à consulter le peuple par référendum sur le sens de notre démocratie. Le jour où, pour accélérer le démantèlement du service public ferroviaire et le déménagement de nos territoires de vie, en vous débarrassant des petites lignes sur les régions, vous généralisez les ordonnances comme mode de gouvernement, le débat parlementaire semble vous faire peur. À la veille d'une mobilisation des retraités humiliés, des acteurs des EHPAD asphyxiés, qui ne sont pas la génération dorée, alors que la colère monte dans les territoires oubliés de la République, la fracture sociale semble vous faire peur. Alors qu'au lendemain du salon de l'agriculture, vous nous dites, pour justifier l'inexplicable, l'urgence qu'il y a à attendre je ne sais quand pour répondre à la désespérance des retraités agricoles, le peuple qui souffre vous fait peur. Monsieur le Premier ministre, depuis 2005, et le référendum sur la Constitution européenne, les libéraux ont peur du peuple souverain. Ils l'accusent de ne pas répondre aux questions pour justifier de décider sans lui et même trop souvent contre lui. Alors que votre réforme institutionnelle vise à priver le Parlement de sa capacité à discuter la loi, à enrichir la loi, à s'opposer à la loi, alors que cette réforme vise à renforcer les pleins pouvoirs du président de la République. Sébastien Jumel, le député communiste qui reprend la parole après la grosse colère de son président de groupe, André Chassaigne, qui dénonçait déjà, c'était la semaine dernière ou hier, je ne sais plus, qui dénonçait le comportement de l'exécutif, très autoritaire selon lui, et Sébastien Jumel qui en profite pour accuser la méthode des ordonnances comme méthode de gouvernement. La parole est à monsieur le... Et du coup, c'est le Premier ministre en personne qui va répondre à Sébastien Jumel et qui va justifier la méthode de son gouvernement et le recours aux ordonnances. Monsieur le député Sébastien Jumel. C'était hier, merci. Hier, le président Chassaigne me posait une question dont j'indiquais qu'elle était nuancée. Vous me la reposez aujourd'hui avec le même sens de la nuance. Et j'y réponds bien volontiers, car n'ayant pas répondu totalement hier, puisque je me suis concentré sur le vote bloqué, sur le recours aux ordonnances, je n'ai pas pu évoquer la question du référendum. Un mot, avant de vous parler de référendum, parce que vous avez indiqué dans votre question que le gouvernement, et singulièrement le Premier ministre,
aurait, selon vous, peur du peuple. Nous avons été, vous et moi, monsieur le député, maires de villes qui sont proches, qui ont une sociologie comparable et sans mauvais jeu de mots, qui paraissent à certains égards jumelles. Pas mal, pas mal. Pas mal, Édouard Philippe. Vous savez comme moi, monsieur le député... Le jeu de mots sur le nom de famille de Sébastien Jumel ne m'a jamais fait peur. Et vous le savez parfaitement. C'est ça, il était maire de Dieppe. Sébastien Jumel était maire de Dieppe alors qu'Édouard Philippe était maire du Havre. C'est pas très loin, donc à mon avis, ils se connaissaient d'avant. Dans sa campagne électorale, l'a rappelé au moment de la campagne législative que son objectif était de modifier nos institutions, de faire en sorte de renouveler notre pratique politique, de permettre un meilleur contrôle du Parlement sur l'action de l'exécutif, de faire en sorte que le travail soit plus efficace entre les différentes institutions. Ce projet global, il a pris la forme de 3 textes, ou plus exactement, monsieur le député, de 3 projets de textes. Un projet de loi ordinaire, un projet de loi organique, un projet de loi constitutionnelle. Soyons précis, monsieur le député. S'agissant du projet de loi constitutionnelle, la Constitution, rien que la Constitution, et toute la Constitution, prévoit que, pour modifier la Constitution, il n'est possible que de passer par l'article 89 de la Constitution, c'est-à-dire qu'un projet de loi doit être adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et qu'une fois ce projet de loi adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat, il appartient au président de la République de déterminer s'il soumet soit au Congrès à une majorité des 3/5, soit au référendum l'adoption du projet tel qu'il est. C'est l'article 89, et on ne peut modifier la Constitution, monsieur le député, que par l'article 89. Voilà une chose qui a été jugée. Ça n'était pas le cas en 1962, mais à l'époque, le général de Gaulle avait utilisé l'article 11, mais bon. Hauchemaille a indiqué qu'il contrôlerait le décret de convocation des électeurs à un référendum et qu'à cette occasion, il vérifierait si les dispositions faisant l'objet du référendum ne sont pas de l'ordre de la révision constitutionnelle que seul l'article 89 prévoit. Cela veut dire quoi, monsieur le député? Cela veut dire que, s'agissant du projet de loi constitutionnelle, le débat aura lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que si le texte est voté dans les mêmes termes, alors il appartiendra au président de la République de déterminer si on va au référendum ou si on va au Congrès. Mais, monsieur le député, chiche, lui répond Sébastien Jumel, que ce que je viens de dire s'agissant du projet de loi constitutionnelle, l'article 89, n'est vrai que pour le projet de loi constitutionnel. Je suis certain que ça ne vous a pas échappé. Et je suis certain que vous avez compris toute la portée de ma réponse. Édouard Philippe qui fait dans la finesse au moment de répondre à cette question de Sébastien Jumel, puisqu'il fait évidemment la différence entre les aspects constitutionnels de la réforme et les aspects qui ne relèvent que de la loi. Et quand ça ne relève que de la loi, que ce soit une loi organique ou pas, et bah ça reste le dernier mot à l'Assemblée nationale, et ça reste une méthode que le gouvernement connaît bien et dans lequel il a une majorité. Tu peux repasser en scène d'intro, Sylvain, surtout n'hésite pas. Voilà. Laissez la réalisation réaliser cette émission. Je la laisse faire, je n'ai aucun problème avec ça. Merci, monsieur. Mais c'était plein de sous-entendus la réponse d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui en tout cas a eu l'air de confirmer dans sa réponse que Emmanuel Macron n'avait pas l'intention de nous la jouer général de Gaulle et de se dégainer l'article 11 pour déclencher un référendum direct sans consulter les chambres. En même temps ça n'arrangerait pas Édouard Philippe parce qu'à mon avis il serait viré dans la minute. C'était ce qui s'était passé en 62. Mais voilà, donc ça passera bien par l'article 89 pour ce qui est des réformes qui relèvent de la Constitution, mais du reste ce sera bien par la loi que ça passera. Et donc on verra bien, notamment pour la question du recours aux amendements, procédure des amendements. Tu pourrais débriefer et réexpliquer après les QAG, Jean? Tu voudrais que je débriefe quoi? La réforme constitutionnelle, comment ça marche en deux, trois mots? La réforme, alors j'ai un peu le cerveau cramé après les QAG, c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre, mais en gros, le président de la République Emmanuel Macron avait prévu dès son discours devant le Congrès en juillet dernier qu'il engageait un processus de réforme constitutionnelle qui visait à rendre plus efficaces nos institutions, qui prévoit un certain nombre de changements. Alors il y a des changements qui posent pas beaucoup de débats, comme la suppression de la Cour de justice de la République, comme la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça, à la limite, on n'en parle même pas tellement absolument tout le monde est d'accord. Mais il y a aussi des réformes qui posent
pose un peu plus de questions, notamment une réforme de la composition des chambres du Parlement et notamment le nombre de députés et de sénateurs. Emmanuel Macron souhaite la réduction d'un tiers du nombre de députés, d'un tiers du nombre de sénateurs et d'un tiers du nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental. Ça c'est pour la réduction du nombre de parlementaires, enfin nombre de personnes qui siègent dans ces différentes chambres de la constitutionnelle. Autre truc qui est important, au moment où je parle du nombre de personnes, je voulais parler aussi de la proportionnelle. Voilà, chose importante également, le président de la République souhaite introduire une dose de proportionnelle dans les élections. Ça voudrait dire que une grande majorité des députés resteraient élus au scrutin majoritaire comme d'hab dans les circonscriptions, mais qu'il y aurait en plus... On ne sait pas trop combien, entre 50, 80, on ne sait pas trop, députés qui eux seraient élus sur des listes nationales, ce qui permettrait une meilleure représentativité des partis minoritaires, comme par exemple la France Insoumise ou le Front National. Ça c'est pour la partie électorale. Le Rassemblement National. Le Rassemblement National, pardon. Enfin, c'est pas voté. Mais... C'est pas voté, mais il va falloir s'y faire. Voilà, et dernière chose qui est importante, qui fait partie de ce projet de réforme institutionnelle, mais qui n'appartient pas à la Constitution, c'est la question de la réforme de la procédure parlementaire. Le président de la République et le gouvernement souhaitent, comment dire, rationaliser et rendre plus efficace l'adoption des textes de loi, en permettant par exemple qu'à l'Assemblée nationale, comme ça existe déjà au Sénat, on puisse adopter dès le passage en commission un certain nombre de mesures, sans passer en lecture publique, et ensuite que le droit d'amendement soit limité de plusieurs manières, limité dans le nombre d'amendements qu'on peut déposer par groupe, donc ça c'est une réforme quand même assez importante, aujourd'hui il n'y a pas de limite, hein, et limité dans la possibilité de redéposer un amendement qui a déjà été débattu et rejeté en commission. Voilà, je vous l'ai fait très très courte, mais voilà aujourd'hui de quoi on est en train de parler. De toutes les manières, tous ces sujets-là font l'objet actuellement de discussions et de négociations à très haut niveau entre François de Rugy, Gérard Larcher et le président de la République Emmanuel Macron. Le Premier ministre Édouard Philippe consulte les présidents des groupes politiques pour leur soumettre les premières pistes de travail, et tout ça fera l'objet d'annonces dans les semaines qui viennent. Je crois que le président de la République a prévu de faire des annonces, je crois, fin mars, début avril, quelque chose comme ça. Donc on en saura plus et on sera fixé sur ce que veut faire le gouvernement. Dans ce cadre-là. En tout cas, ce qui est sûr, et Édouard Philippe l'a rappelé là à l'instant, il n'y aura pas d'article 11, il n'y aura pas de référendum direct, quelle que soit la réforme constitutionnelle, elle passera par une adoption dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres n'ont pas répondu aux questions, ils ont parlé 2 minutes sans vraiment répondre. Est-ce qu'ils ont vraiment le droit de faire ça sans possibilité de contrôle de l'Assemblée nationale ? C'est de la politique, oui, bien sûr qu'ils ont le droit de répondre à côté de la question quand ça les arrange, malheureusement. Après, ça peut ne pas plaire à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on a entendu à plusieurs reprises les députés d'opposition grincer des dents, ou en tout cas grommeler en entendant les ministres ne pas répondre aux questions. Ça, c'est un jeu auquel les ministres n'ont pas intérêt à jouer très longtemps. Après, il y a aussi des ministres qui assument de répondre aux questions très directement. Regardez la ministre Annick Girardin, par exemple. On lui parle de Mayotte, elle dit « Moi, j'ai aucun problème à vous dire que ça va pas du tout. La situation à Mayotte est catastrophique et qu'il faut absolument qu'on se mette tous autour de la table et qu'on réponde aux défis. » Mais c'est vrai qu'Agnès Buzyn, sur l'IRM d'Hasbrook, elle nous a juste rappelé tout ce qu'elle voulait faire pour le système de santé français, mais on n'a pas eu de réponse précise. Serait-il possible de passer en dictature par un vote du Congrès? Ah, le vaste débat, le vaste débat. Le pouvoir constituant a-t-il des limites? Peut-il enfreindre des normes erga omnes? Existe-t-il un contrôle, comment dire, un contrôle international des libertés publiques? Un système de droit international? Vaste sujet, vaste sujet. Je vais pas y répondre en stream, parce que de toute façon il n'y a pas de réponse claire, mais il y a des études passionnantes et des thèses qui sont publiées sur ce sujet-là, par des gens dont c'est le boulot. Tu peux nous expliquer l'article 89? Alors l'article 89 il est très simple, hein. Il explique juste que pour réviser la constitution française, il faut que une loi constitutionnelle soit adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis une fois que cette loi est adoptée, le président de la République choisit de faire voter soit le Congrès à la majorité des 3/5, soit le peuple français à la majorité simple. Donc voilà, référendum ou Congrès. Si l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir durant les questions au gouvernement, à part pour les questions choupa, ça ne sert à rien. Tube 42, l'Assemblée nationale n'a pas aucun pouvoir durant les QAG. Je rappelle que l'Assemblée nationale a 3 pouvoirs. Le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement et le pouvoir de évaluer les politiques publiques. En l'occurrence, les questions au gouvernement sont l'une des méthodes qui permettent aux
députés de contrôler l'action du gouvernement. Ils sont juste là pour poser des questions au gouvernement. Ensuite, pour ce qui est du véritable pouvoir d'agir sur les politiques publiques, c'est bien au moment de l'écriture des lois que le gouvernement, que les députés ont le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en juillet 40 avec les pleins pouvoirs à Pétain. Et ben c'est exactement le sujet de chez il y a des débats de constitutionnalistes pour savoir si oui ou non, en 40, les députés avaient le pouvoir ou pas de voter les pleins pouvoirs à Pétain. Voilà. Et sachant qu'entre 40 et 2018, la Constitution a légèrement évolué. Oh, il y a eu 2 républiques entre-temps. Détail de l'histoire. Mais d'ailleurs, dans ces républiques-là, je veux pas dire de conneries, mais putain, faudrait que je révise mon histoire constitutionnelle, mais je crois que l'indisponibilité de la République est inscrite dans la Constitution. Alors ça peut vous paraître complètement abscon ce que je viens de dire, mais en fait, pour un juriste, c'est très clair. Ça veut dire que la République ne peut pas être autre chose qu'une République. C'est con à dire, mais il faut le dire. Il faut que ce soit écrit quelque part. Donc non, a priori, il n'existe pas de... En fait, même le pouvoir souverain, donc le peuple, ne pourrait pas voter la fin de la République. En principe. C'est ça le principe d'indisponibilité. Enfin bref. Pour élire une constituante, et donc notre 6ème République, il faut obligatoirement passer par l'article 11, ou le 89, ça peut le faire. Ah, le 89, ça peut le faire. Le problème du 89, c'est qu'il faut que les 2 chambres adoptent dans les mêmes termes un texte de loi. Donc ça présuppose que le Sénat est d'accord pour convoquer une assemblée constituante. Après, vous savez, une nouvelle république, ça passe pas nécessairement par une constituante. Hein. C'est l'une des techniques, la constituante. Mais comment il s'appelle De Gaulle en 58, il s'est pas fait chier. Hein. Il a mis 3 copains dans un bureau, il a dit vous me pondez une constitution. Et hop, Debré nous a fait tac tac tac. Une constitution qui a été adoptée par référendum, merci au revoir. Il n'y a pas besoin d'élire des mecs, de faire une constituante. Quand je dis il n'y a pas besoin, c'est que c'est pas une nécessité. Après, politiquement, ça se discute. Moi, à titre personnel, si vous mettez 3 mecs dans un bureau et que vous leur demandez d'écrire une 6ème République, je serais moyen chaud. Je préférais qu'il y ait une constituante. Mais voilà. Et même si c'est dans les 3 mecs. Même si je suis dans les 3 mecs, ouais. Surtout si je suis dans les 3 mecs, ça va être un beau bordel. Sur la Corse, l'article 89-3 ne pose pas de problème, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Non, Gultix, cet article-là ne dit pas ça. Cet article dit que lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, ça veut dire si la France est attaquée militairement. Si la France est attaquée militairement, il ne peut pas y avoir de révision constitutionnelle. Ça, c'est justement un article qui a été mis dans la Constitution en se souvenant de ce qui s'est passé en 40 au moment du vote des pleins pouvoirs. Est-ce que les députés pouvaient voter les pleins pouvoirs à Pétain alors même que la France était à moitié occupée par une puissance ennemie, en l'occurrence les nazis? Ça fait partie des questions. Est-ce que les députés étaient en pleine possession de leur pouvoir? De toute évidence, non. Mais ça, voilà, ça fait l'objet de débats entre constitutionnalistes. J'ai une question débile. Ouais. C'est dans la Constitution que sont indiqués les emblèmes de la France. Ouais. Et la capitale et l'organisation. Pas la capitale, je crois pas. Mais il y a au tout début de la Constitution, dans les premiers articles, il est écrit que la République française est une république décentralisée qui participe aux communautés européennes, etc. Que la République est indivisible, qu'elle a pour emblème le drapeau tricolore, qu'elle a pour hymne la Marseillaise. Qu'elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Et je sais plus jusqu'où ça va dans le détail sur la capitale. Je sais même pas si Paris, la capitale, c'est écrit dans la Constitution. J'ai un doute. C'est pour savoir s'il faut une nouvelle constitution pour imposer Dijon comme nouvelle capitale. C'était le sens de la question. Un pays est-il obligé d'avoir une capitale? Non. Non. Mais vous savez, le mot capitale, c'est pas légal. Hein, on désigne par capitale la ville dans laquelle se concentrent les institutions du pouvoir politique. Point. Il y a des pays dans lesquels la capitale politique n'est pas la capitale économique. Je crois d'ailleurs que Rome est la capitale politique de l'Italie, mais que c'est Milan la capitale économique de l'Italie, si je dis pas de conneries. C'est possible, mais il y a les États-Unis qui sont comme ça aussi. Ouais, Washington n'est pas du tout la capitale économique des États-Unis. Washington, c'est politique et c'est New York économique. C'est pour ça que tout ce qui est marché, la bourse notamment, est à New York. Le Dow Jones.
Israël avec Tel Aviv, Jaffa et Jérusalem, oui, exactement. Le Brésil aussi. Le Brésil aussi, avec Rio et Brasilia. Brasilia. L'Australie aussi, sûrement. Donc c'est vrai, quand on utilise le mot capitale dans le langage courant, on pense toujours à la capitale politique. Mais capitale économique, ça existe aussi. Il peut aussi y avoir des capitales culturelles, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Capitale historique. Il y a plein de pays dont la capitale a déménagé à plusieurs reprises. Hein. C'est pas le cas de Pékin. Parce que pour le coup, mais avant Pékin, avant la dynastie du mec qui a fait la cité interdite, la capitale de l'Empire chinois était ailleurs. Hein. La capitale de la France a été à Dijon pendant un temps. Non, elle sera à Dijon pendant... Ça n'a pas été Lugdunum à l'époque des Gaulois, à Lyon? Lugdunum. Bah, c'est compliqué de parler de capitale à une époque où... Dans nos ancêtres les Gaulois. Où la France était essentiellement tribale, quoi. Ne l'est-elle pas encore? Mais ça, c'est des débats d'historiens fascinants. Regardez les vidéos de Nota Bene sur ce sujet-là sur YouTube, elles sont passionnantes. Ils nous expliquent à quel point c'est absurde de comparer la France d'aujourd'hui et la France des Gaulois. D'ailleurs, la France des Gaulois, ça n'existait même pas. Enfin, le mot France relève de réalités très différentes au cours de l'histoire. Mais voilà. En fait, les pays centralisés ont leur capitale qui a tous les pouvoirs, ce qui n'est pas le cas dans un pays décentralisé ou fédéral. Bah pas forcément, dit Rendal. Regarde l'Allemagne qui est un pays fédéral. Sa capitale économique c'est Berlin. Ah non, je suis en train de dire une connerie, c'est Francfort la capitale économique. Ça veut rien dire capitale économique, ça veut juste dire la ville qui génère le plus de PIB. C'est compliqué de parler de capitale de la France quand la France n'existait pas. Oui voilà, c'est ce que je voulais dire, Dish. Toulouse, capitale des Visigoths. Voilà. Et de la chocolatine. Et de la chocolatine. Bon, chers amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain soir pour la libre antenne d'Acropolis. Ce sera l'occasion, si vous le souhaitez, de revenir sur un certain nombre de sujets d'actualité. Pourquoi pas les cheminots? Pourquoi pas les territoires d'outre-mer, nos collectivités d'outre-mer? Pourquoi pas les conseils, enfin les consultations citoyennes sur l'Europe? N'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve donc demain soir pour la libre antenne d'Acropolis. D'ici là, passez une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao, bye. À plus.